Bonjour, aujourd'hui je parle de la notion de vérité, la vérité en philosophie. On étudie la vérité en deux points. L'accès à la vérité, c'est-à-dire comment les philosophes ont envisagé le procès vers la connaissance. Kant, Platon, Marx. Et en deuxième lieu, on aborde la valeur de la vérité. On parle de la valeur de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité vraie? Et quelle est la valeur de la vérité? Tout d'abord, la première partie sur la définition de la vérité et de ses accès. La vérité, c'est quoi? La vérité se définit comme un jugement conforme à la réalité. Ça, on trouve dans les livres. Ou une pensée adéquate aux choses, adéquate à son objet. En général, la vérité nous a échappé. C'est-à-dire, elle était avant nous, et nous ne faisons que la poursuivre et la connaître. C'est pourquoi c'est difficile d'acquérir à la vérité. C'est quelque chose qui était dans le passé et qu'on essaye de l'attraper. Il faut mentionner que tout raisonnement peut être valide, mais peut ne pas être vrai. Tout raisonnement est valide, mais n'est pas vrai nécessairement. On l'a étudié en logique. Une pensée logique peut être valide, logique, mais pas vraie. La vérité, c'est autre chose. C'est pourquoi les gens qui s'attachent à une idéologie quelconque, ils l'exposent d'une façon logique, mais peut-être qu'ils ont tort de prendre ce chemin, le chemin de la droite, le chemin de la gauche. Le premier qui a traité la question de la vérité et l'a caricaturisé dans un mythe, c'est Platon. Il a fait l'allégorie, c'est l'allégorie de la caverne, le mythe de la caverne. Il a imaginé des gens attachés dans des chaînes et qui veulent sortir pour voir le soleil, c'est-à-dire voir la liberté, mais ils sont attachés et ils ne voient dans la caverne que les ombres. Cette représentation, les ombres, est racontée aussi par Kant. Toute sa philosophie repose sur ça, sur l'apparence. Il fait une séparation entre la réalité et l'apparence, l'essence et l'apparence. Donc, Platon, dans le mythe de la caverne, pose deux mondes. Un monde réel, enchaîné, partiel, et un monde parfait. Peut-être dans le ciel. Il veut voir le soleil, l'idée qui vivent dans le delà, là-haut, dans le ciel. Donc pour Platon, contrairement d'ailleurs à Kant, il y a deux mondes.
le monde des idées et le monde des apparences. Le monde des apparences sur Terre n'est que le reflet du monde des idées. Et ces deux mondes sont entièrement séparés. On ne pourra faire accès aux idées, au monde des idées que par disons, par le chemin où on doit se déchaîner, on doit se libérer. Platon, je doute qu'il ait montré un chemin de cette libération, un chemin d'acquérir la vérité, car il représente ces deux mondes comme séparés. Et c'est comme le christianisme d'ailleurs. Le christianisme parle de deux mondes. L'au-delà et le monde terrestre. De même, Platon, il dit il y a un monde de l'idée. L'idée, c'est abstrait. C'est l'essence chez Kant. C'est l'idée commune comme humanité en H. C'est un peu comme Aristote, mais à l'opposé. Pour Platon, l'idée devient réelle. Et réel qui n'est pas complet, un réel incomplet. Comme en christianisme, la parole devient monde, et non pas le contraire. Au début, c'était la parole, c'était l'idée. C'est la même chose chez Platon. Donc, chez Platon, il y a l'idée, I majuscule, comme l'humanité en H, l'amour en grand A, qui était au début et qui s'est reflété partiellement au monde. Aristote fait le contraire. Il dit que l'essence, c'est le résultat de notre parcours de commencer par l'essence pour faire d'essence une idée abstraite, pour acquérir à l'idée abstraite. C'est-à-dire, je sens la douleur, je vois les couleurs, ainsi que par la science, on peut acquérir à la vérité des couleurs et de l'humanité, etc. L'idée chez Platon, c'est la vérité. Alors pour Platon, on ne peut pas accéder à la vérité, car la vérité était au début du monde, était une et parfaite. Pour des raisons, elle est descendue sur terre, elle est partielle, on la trouve partout, des parties de vérité. Pour Kant, pour Aristote, pour tous les autres philosophes, on a accès à la vérité d'abord par l'essence, d'abord par le matériel. Et c'est ça ce qui fait la grandeur d'Aristote.
pour Aristote, donc, pour Platon, comme pour le christianisme, on n'a pas accès à la vérité, à l'idée, par les sensations, parce qu'on est enchaîné, mais plutôt par le perfectionnisme, plutôt, comme en christianisme, par la sainteté. Donc, on doit être saint et atteindre la perfection qui est Dieu. Le deuxième philosophe, c'était Descartes. La procédure de Descartes, c'est-à-dire comment acquérir la vérité. Il lance un unique critère, un critère général. C'est l'évidence. Tout ce qui est, lorsqu'on a une vérité, cette vérité doit être évidente. Et il a fait une procédure pour arriver à la vérité et résoudre les problèmes. D'abord, il dit qu'il faut poser le problème en général, puis le couper en parties, et puis prendre le problème du plus facile, résoudre ces équations du plus facile au plus difficile. Kant accéder à la vérité non pas par la raison qui, au temps de Descartes, la raison construisait le monde, et non pas aussi comme Hume, David Hume, qui disait qu'on a accès à la vérité par l'expérience seule, où la vérité, on la connaît juste par nos sens et nos expériences. Mais là, avec Kant, il y a une raison qui organise, un esprit qui organise ces deux critères. Donc, on ne peut pas acquérir la vérité par la raison uniquement, par la logique. On ne peut pas aussi acquérir la vérité par la simple sensibilité, par la simple expérience. Il dit que nous avons plutôt l'expérience organisée déjà a priori par nos facultés, par des catégories que l'esprit possède et qui ne peut pas concevoir aucune expérience en dehors de ces facultés, de ces catégories. Ces catégories sont l'espace, le temps et l'étendue et la causalité. Donc on ne peut pas considérer aucune expérience. Et aussi, on ne peut pas concevoir aucun résultat ou aucun raisonnement ou aucune vérité en dehors de ces facultés qui possèdent des catégories a priori. Donc ici, c'est à la fois le succès de la raison et ses limites aussi. C'est pourquoi il dit
qu'on ne peut pas connaître Dieu, car Dieu est illimité. Dieu échappe à ces conditions de notre entendement. C'est pourquoi quand on dit qu'il a fait une révolution copernicienne, c'est-à-dire il a réfuté la place de la raison unique à comprendre le monde, car il dit que le monde n'est pas objectif. Le monde, ce n'est pas un monde qui existe et que nous connaissons, que nous prétendons le connaître, et où nous les hommes et les philosophes ne cessons de tourner autour de lui, c'est-à-dire le voir et le comprendre, mais au contraire c'est le monde qui tourne autour de nous, autour de notre propre entendement, notre entendement relatif à nos sens, relatif aussi à notre catégorie de raison. Mais quand il va plus loin, il pose comme résultat, comme déduction, que parce que nous ne connaissons pas le monde tel qu'il est, donc on ne connaît que l'apparence. Donc il y a une apparence et une essence. Et on ne peut pas connaître l'essence, c'est-à-dire comme Dieu. Dieu est une essence qu'on ne peut pas comprendre. Donc, c'est pourquoi qu'on dit quand il est un magicien, donc il a posé l'existence d'une chose qu'il a ensuite réfuté, qu'il a nié. Il a dit on peut comprendre par la raison, mais à la fin on ne peut pas comprendre à cause de notre raison, et il y a aussi une essence et il n'y a pas de vérité. Donc il est allé trop loin. Et celui qui a découvert ces fautes, c'est Karl Marx. Marx, il dit d'une façon très claire qu'il y a apparence et réalité, et que s'il n'y avait pas dès le début apparence et réalité, il n'y aurait pas eu de la philosophie et des sciences. Donc les sciences ont pour but de chercher la réalité derrière les apparences. La première règle physique qui montre que l'apparence n'est pas la réalité, c'est la loi de la chute des corps. Dans l'air, et à cause des facteurs d'accélération, un objet plus lourd tombe plus vite, mais en vérité, c'est démontré par Galilée, par des circonstances aussi
posée comme spéculative et juste logique, il a montré que non, de matière, de masse, de corps, même si l'un était plus lourd que l'autre, tombe de la même façon, tombe au même moment. Et il y a un autre physicien qui a montré par une simple expérience que même deux corps, et on peut faire l'expérience, deux corps qui ont la même masse et qu'on les lance au même moment, ils tombent l'un d'une autre façon que l'autre. Donc, comme dit Marx, c'est vrai qu'il y a apparence, il y a réalité. Mais, pour Marx, il n'y a pas essence qui va à l'encontre de l'apparence. L'essence est quelque chose de spéculatif. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. L'essence est une illusion, car l'essence, si on veut parler de l'essence change avec la chose, avec l'apparence. Prenons par exemple l'eau. On connaît que c'est de l'eau liquide. Lorsqu'on le refroidit, elle devient solide, un corps solide. Elle n'est plus eau. Donc son essence change. Lorsqu'elle est bouillie, lorsqu'elle est refroidie, elle devient glace solide. Lorsqu'elle est bouillie, elle devient vapeur. Elle change d'essence. Elle n'est plus eau. Marx a découvert et a montré ce théorème par les lois de la dialectique, la loi du mouvement. Il dit que la vie est toujours en mouvement, elle ne s'arrête pas. Même après la mort, elle ne cesse de vivre comme matière, d'une façon ou une autre. Maintenant, on aborde la vérité comme côté moral. On parle un peu de la valeur de la vérité. Tout d'abord, on se pose la question, est-ce qu'on doit dire toujours la vérité? Certes, non. Pourquoi? Kant dit que le mensonge est contre la moralité de l'homme, par nature. Mais pratiquement, la vérité ne doit pas toujours être dite. C'est-à-dire, dans certains cas, et non pas dans tous les cas. Par exemple, si une vérité qu'on annonce, elle ne fait pas du bien aux hommes, au contraire, elle nuit à une famille, à une personne, sans rien ajouter de quelque chose de valable, de vraiment pratique, de pragmatique. Donc, pas besoin de la dire. De la même aussi la politique, la diplomatie en particulier. Pourquoi on fait de la diplomatie? Vous voulez dire de la politique pour dire des mensonges, pour mentir. Eh bien, parfois,
ce n'est pas faux et ce n'est pas méchant un peu de calmer le jeu, non pas de diaboliser la vérité, mais de la couvrir. Par exemple, la diplomatie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit des mensonges pour calmer le jeu, pour calmer les tensions entre les États. La politique, de même. Si quelqu'un a tué un autre pour des raisons quelconques, et même pour des raisons confessionnelles, mais on ne le dit pas, parce que ça va créer une guerre confessionnelle, ou peut-être faire éclater une guerre civile. Une autre idée, un autre point sur la vérité. Ne pensez pas que les hommes aiment toujours la vérité. La vérité est parfois, elle est parfois touchante. Elle est douloureuse. Les hommes, c'est-à-dire la masse, on parle de la masse, de l'inconscient collectif, parfois ils n'acceptent pas la vérité. C'est pourquoi Nietzsche a dit, dis la vérité et va très loin. Il faut s'enfuir quand tu dis la vérité. Imaginez les hommes qui en cherchant la vérité, par exemple, sans doute des dieux, sans doute de l'au-delà, ils n'auront plus une valeur à leur vie, ils n'auront plus une raison de vivre. C'est pourquoi ils ont créé les religions. Les religions, c'est comme opium des peuples, c'est comme calmant, c'est comme satisfaisant. L'homme a besoin d'une certaine illusion pour vivre. Imaginez qu'il n'a pas Dieu. Tous les hommes s'entretuent. Tous les hommes n'ont pas l'envie de vivre. C'est pourquoi les philosophes surréalistes et existentialistes, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ils ont douté de Dieu. C'est vrai qu'ils voulaient se débarrasser de Dieu pour donner une valeur en plus aux hommes. Mais d'autre part, le vide religieux, l'absence de Dieu a créé chez ces philosophes une certaine déception, un certain vide moral qui était à la base aussi la cause de plusieurs suicides. On parle aussi de Nietzsche. Nietzsche valorise la vérité. Il dit la vérité quand elle éclate, elle danse. Donc il y a un bonheur. On connaît le bonheur lorsqu'on trouve la vérité. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la vérité.
C'est quoi la philosophie? C'est la recherche de la vérité. Tous les journalistes, plusieurs journaux font de la vérité leur slogan principal. Et parfois, certains journalistes sont prêts à mourir pour la vérité. Et je termine par cette phrase capitale de Nietzsche qui met en relief la plasticité de la vérité, sa faiblesse. Il n'y a pas de vérité qui tient debout. Lorsqu'on prétend trouver la vérité, peut-être demain on change d'avis. Peut-être on trouve que ce qu'on a trouvé est faux. Nietzsche dit la vérité cache une autre et la première devient une apparence.